Bonjour à tous, je suis Caroline Bindel, ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, pour lancer la 4e saison de Cité Radieuse, mon invité est le réalisateur marseillais Emmanuel Mouret. Si je vous dis Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Mademoiselle de Jonquière, Caprice ou Chronique d'une liaison passagère, ça vous parle forcément et ça dit beaucoup de lui. Emmanuel Mouret aime filmer l'amour, cette chose mystérieuse, énigmatique, sacrée et flamboyante. Ses personnages sont tendres, fleurs bleues, manie les mots avec délice. Son cinéma est à son image romantique. Je suis très heureuse de vous proposer cet épisode. Bonne écoute. Emmanuel Mouret, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir à mon micro. Alors nous enregistrons ce matin dans un café, un bar PMU, Oui, tout dans à les fait. quartiers sud de Marseille. Est-ce que c'est un endroit dans lequel vous avez vos habitudes ? Ah ben oui, même quasiment chaque fois que j'amène les enfants à l'école, je viens prendre mon café ici et converser, souvent avec un ami ou avec David, Jacques ou Fred qui nous servent. Parce que vous vivez encore à Marseille aujourd'hui ou vous partagez votre temps ? Voilà, je vis à Marseille et je me déplace pas mal, notamment sur Paris, puisque c'est un lieu de rendez-vous. Voilà. Alors Marseille, vous y êtes né. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur votre enfance marseillaise, boulevard de la Libération, dans les années 70. Donc, si j'en crois une de vos déclarations dans Le Monde, vous dites « J'ai découvert Marseille le jour où j'ai eu mon permis de conduire. À 18 ans, je ne connaissais que le centre. » Vous avez donc eu une enfance urbaine, on va dire ? Oui, enfin que le centre de Marseille, ça veut dire en famille on partait en week-end bien évidemment et en vacances. Donc non, j'avais la chance de sortir de Marseille, mais je connaissais en tout cas que le centre-ville, en tout cas ce que je pouvais arpenter à pied avec mes camarades de classe. Et oui, j'ai quitté Marseille à peu près au moment où j'ai eu mon permis de conduire. Et donc lorsque j'y revenais, c'est à ce moment-là que j'ai découvert d'autres aspects de la ville, du nord comme au sud. Donc parce que justement, Marseille, au moment où vous la quittez, c'est pour réaliser un rêve d'adolescence. C'était celui de devenir acteur initialement ? Non, j'ai jamais en soi rêvé d'être acteur. Non, j'ai toujours repensé, alors, j'ai voulu lu ça. être réalisateur. Ah, oui. Alors, c'est une C'était erreur. une erreur, oui. Une erreur de retranscription. Non. Le rêve, tout de suite, c'était la réalisation. Ah oui, très tôt, vers peut-être les 13-14 ans, collège. J'étais même allé voir le conseiller d'orientation pour savoir ce qu'il fallait faire pour faire du cinéma. Mais non, j'ai jamais, en tout cas, rêvé d'être acteur. Après, j'ai eu la chance, avant de quitter Marseille, j'ai quitté Marseille, j'avais un peu plus de 19 ans, et j'avais eu la chance d'avoir une subvention pour faire un court-métrage, et ça a été une expérience assez rude pour moi, parce que j'étais un peu dépassé, et à la fois par mon scénario, et à la fois par les comédiens, et je m'étais dit qu'il fallait, pour être plus à l'aise avec les comédiens, que j'étudie le métier. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait un conservatoire d'arrondissement, pas le conservatoire national, un conservatoire d'arrondissement. Et c'était assez passionnant. Donc voilà, c'est comme ça qu'après, je suis arrivé à jouer dans certains de mes films, mais c'est encore un hasard de parcours parce que c'est pas moi qui l'ai décidé. Et chaque fois que j'ai joué, c'est toujours le producteur avec qui je travaillais qui m'a encouragé à le faire. Cette passion pour le cinéma, elle est comment ? C'est qui vous initie à ça dans la famille ? Non, paradoxalement, je suis dans une famille où on n'avait pas la télévision, mais il y avait ma grand-mère qui habitait pas loin qui l'avait. Mes parents n'allaient pas au cinéma, on n'était jamais très rarement le week-end justement en ville. Donc le cinéma était quelque chose à la fois de rare et du coup d'assez magique. Donc oui, des films j'en voyais davantage à la télévision chez mes grands-mères, et je ne saurais dire, je pense qu'au départ, c'est intéressant parce que je crois qu'on a envie de faire des films parce qu'on a aimé voir des films tout simplement, et il y avait quelque chose qui me faisait rêver,
Et je pense que quand j'avais 13 ans, que je me suis dit tiens, je vais faire du cinéma et c'est ça que je veux faire, je pense que ça ressemblait plus à une lubie. Et l'heureux hasard a fait que cette lubie corresponde à mon tempérament, à ma patience, parce que finalement, quand on se sent bien dans un métier, c'est qu'on en supporte aussi les moments difficiles et les difficultés. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai décidé de faire du cinéma avant même de vraiment connaître ce qu'était le cinéma. Juste en regardant certains films, certains acteurs qui à l'époque... Oui, il y avait quelque chose qui me faisait rêver, comme tout le monde. Il y avait plein de choses à inventer, à faire, à fabriquer. Ça semblait pas monotone comme métier. Mais c'était plus le côté d'avoir à imaginer des choses, voilà. Imaginer des situations. Plus ce goût d'un métier, on est à imaginer des situations plus que des histoires au départ. Les histoires, c'est venu après, mais des situations. Alors 19 ans, premier court métrage. Vous partez à Paris, donc le Conservatoire d'art dramatique, on l'a dit, puis la FEMIS, c'est une école des métiers de l'image et du son. Vous êtes passé par là pour travailler quoi, particulièrement le scénario? Elle est réputée pour ça. Alors justement, quand j'arrive à Paris, j'ai fait un conservatoire d'arrondissement d'art dramatique et à côté, comme je vous disais, suite à cette expérience un peu rude d'un premier court-métrage avec une petite équipe et tout ça, je m'étais dit qu'il fallait que mes scénarios soient un peu mieux bâti. Et j'avais, dans une très grande naïveté, entendu cette phrase assez définitive de Godard, comme il a l'habitude d'en faire, en disant « Seuls les Américains savent raconter des histoires ». Et donc, il y avait à Paris une bibliothèque qui était assez achalandée, une bibliothèque municipale achalandée en ouvrages de cinéma. Il y avait pas mal d'ouvrages américains, en traduisant tous ces manuels américain à grosso modo comment écrire un scénario avec des paradigmes, des exemples, des exercices et tout ça. Et donc j'ai étudié pendant quasiment 4 ans le scénario en autodidacte et j'ai présenté la FEMIS en section scénario pour avoir plus de chance parce que il y a un peu moins de personnes qui se présentent en scénario qu'en réalisation et parce que j'avais déjà observé que c'était aussi les étudiants en scénario qui se donnaient le plus de chances pour faire un film rapidement après, ce qui ne s'est jamais démenti et ce qui est toujours le cas, parce que pour faire un film, il faut un scénario. Justement, je voulais vous demander, parce que est-ce que vous écrivez beaucoup? Moi, ce qui me touche particulièrement dans votre cinéma, ce sont les mots. En fait, j'ai l'impression... Alors, vous avez la chance à chaque fois d'avoir des castings prestigieux, des acteurs merveilleux. Leur façon de dire compte, évidemment, leur façon de jouer énormément, mais vos mots, on a l'impression que ça porte tout, quoi. D'où ça vient, cette envie? Vous avez écrit, vous lisez beaucoup? Ça vient pas tant de la lecture, ça vient pas tant d'une pratique importante de l'écriture. Là où je consacre le plus de temps, c'est plutôt à l'architecture du scénario, à la mécanique, on va dire, des situations. Et les dialogues sont souvent écrits plutôt impulsivement, même si après c'est retouché. Mais justement, j'ai été dans mes débuts très contrarié par rapport à une certaine forme de difficulté à écrire des dialogues parce que je me sentais pas du tout légitime ni suffisamment observateur pour pouvoir faire parler des personnages qui étaient très différents de moi. Et du coup, j'étais complètement bloqué et ça s'est débloqué en disant je vais faire parler mes personnages comme moi je parlerai. Et à partir de ce moment-là, oui, j'ai plus cherché d'une certaine manière à ce que ça ressemble, mais plutôt à ce que ça parte de comment je me projetais dans chacune de ces situations-là. On entend un peu Maïko, qui est le chien. On est dans un café, on essaye d'un peu s'isoler, mais c'est vivant. Il est là, il réagit, il est là. On revient un peu à Marseille, qui a parfois été le décor de vos films. Je pense à Vénus et Fleurs, par exemple, et d'autres. Lors d'une interview pour un magazine, vous m'aviez confié que Marseille prenait trop de place dans un film. En fait, qu'il fallait justifier ce choix, qu'elle devenait un personnage. En quoi cette ville se distingue tant des autres ? Déjà, c'est une ville qui déjà a une histoire, a un accent, a une personnalité, une ville très hétéroclite et une ville qui est, où je vais dire, les personnages qui la peuplent ont beaucoup de caractère d'une certaine manière. Il n'y a pas cette idée d'anonymat, beaucoup moins. Et c'est vrai qu'une histoire comme celle de Chroniques d'une liaison passagère, intuitivement, je la voyais plutôt dans une ville. Au départ, j'étais parti pour le tourner vraiment à Lille même, dans une ville plutôt grise, où il fait gris. Marseille est une ville très proche de la nature, de la mer. Le temps y est magnifique, le soleil très présent, le ciel bleu. Je préfère
mettre mes personnages, en tout cas dans ce film urbain, mais comme dans d'autres aussi, où quelque part on soit plus concentré sur presque le visage et le personnage. Ça veut dire où le décor prenne presque moins de place dans son éclat. Donc c'est peut-être son éclat, sa lumière, qui est presque trop forte, trop plaisante, plaisante et présente pour qu'on ait cette forme d'intimité sur les personnages. Quel regard vous portez sur cette ville? Vous l'avez quittée une dizaine d'années. Comment vous jugez son évolution? Alors j'ai envie de savoir de manière générale, et puis puisque c'est vous principalement au niveau culturel aussi. Alors déjà je vis à Marseille un peu éloigné, j'ai une vie de quartier, une vie on va dire plutôt calme, je suis plus dans le centre-ville, j'ai une famille, des enfants, donc comme je me déplace beaucoup, très peu de sorties culturelles. Et d'une manière générale, j'entends Marseille plus par les retours que j'ai de personnes qui y habitent, qui viennent s'y installer ou qui y sont déjà. Et je trouve que c'est une ville qui est toujours très difficile à appréhender, qui est tellement hétéroclite, où c'est tellement difficile, oui, d'en saisir quelque chose. Et je crois que, je ne sais si c'était pas Sangor qui avait écrit sur Marseille, oui, qu'il y a quelque chose d'insaisissable dans cette ville. Et c'est que on ne peut pas se mettre à la place des gens qui vivent à Marseille parce qu'il y a tellement... Et c'est ça qui est merveilleux à Marseille, où le centre-ville encore est habité par des gens de classes sociales très différentes. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas complètement se mettre à la place. Et puis selon dans quel quartier on vit, c'est pas la même chose. Et en même temps, beaucoup de gens aiment là où ils sont, là où ils habitent. Moi qui vais beaucoup à Paris, beaucoup rêvent de s'installer à Marseille, s'y installent. Beaucoup disent qu'ils ne pourraient pas. Certains s'y ont installés et y sont revenus. Donc c'est une ville que j'aime, et peut-être aussi parce que j'ai du mal à cerner, qu'elle nous remet tout le temps en question. On peut pas se faire un avis véritablement précis sur la chose. Et puis, alors peut-être ça concerne, parce que je vais beaucoup à Paris, ce qui est intéressant, c'est cette forme de tension, non pas de rivalité, mais de tension qu'il peut y avoir en fréquentant deux villes très différentes. Paris, c'est une ville où on y va pour, entre guillemets, réussir dans sa vie. On est obligé de réussir professionnellement à Paris, sinon on y est éjecté. La ville est très chère, les logements aussi. Donc la ville peut être infernale par rapport à cette idée d'absolument réussir pour pouvoir y vivre paisiblement, mais donc on ne peut pas y vivre paisiblement parce qu'il faut évidemment être très investi dans sa carrière. Donc c'est une ville où il y a une certaine forme de compétition permanente, mais en même temps on rencontre des gens aussi très passionnés, voilà, qui se consacrent aussi beaucoup à leur carrière. Et à Marseille, les enjeux sont différents. On rencontre des gens qui sont beaucoup plus tournés justement vers la famille, moins vers la réussite professionnelle et plus tourné vers la réussite d'un week-end, d'une bonne balade, d'une bonne sortie. Donc c'est de villes où on rencontre aussi une façon de vivre qui est très, très différente. Alors revenons-en à votre actualité. Donc hier soir, vous présentiez en avant-première à Marseille donc votre nouveau film, annoncé comme la romance française de la rentrée. Ça s'appelle donc Chronique d'une liaison passagère. Donc une mère célibataire et un homme marié qui deviennent amants et décident de ne se voir que pour le plaisir. Quel accueil vous a réservé le public marseillais? Moi j'y étais, mais racontez-nous. Oh, alors en général, les gens qui vont vers moi sont très, très, très chaleureux après une projection parce que on va pas vers un réalisateur pour lui dire qu'on n'a pas aimé son film. Et puis d'autant plus que j'avais des proches, des amis, des connaissances nombreuses qui sont venus voir le film, mais aussi nombre de personnes que je ne connaissais pas. Non, l'accueil m'a semblé très chaleureux, j'allais dire presque un peu surpris parce que c'est un film dont l'action se déroule à Paris, qui est une action qui concerne une relation extra-conjugale et tout ça. Donc je m'attends un peu plus à des gens qui pourraient être dérangés, un peu, voilà, ne pas apprécier ça. Puis dans ce film, peut-être parce qu'on suit que ses amants et qu'on suit une histoire d'amour qui ne dit pas son nom, je ne saurais pas comment vraiment le nommer. Le film me charme, j'allais dire, davantage que ce que j'imaginais qu'il ferait. Je pensais que le film serait plus clivant. Oui. Voilà. Parce que
il y a une histoire, on ne va pas en parler, parce que justement, il faut aller voir le film, il y a quelque chose d'inédit dans votre cinéma, une histoire. Oui. Il faut y aller pour le savoir. Oui. Mais vraiment, c'était inattendu. Donc vous aimez explorer le sentiment amoureux, c'est un peu votre marque de fabrique, avec délicatesse, sensibilité, beaucoup d'humour aussi. Vous avez déclaré, je crois, à la tendresse par contagion. C'est vrai ça? Parce que j'ai lu beaucoup de choses visiblement qui n'étaient pas tout à fait justes. À la tendresse par contagion. Mm. Mais je ne me souviens pas quand j'ai dit ça, mais pourquoi pas. C'est joli. Vous êtes un grand amoureux de l'amour dans la vie aussi? Oui, je crois. Mais en même temps, ce qui est très intéressant au cinéma, dans la vie, c'est que l'amour. Saint Augustin, quand on lui demandait, est-ce que vous savez, enfin, c'est lui qui disait ça. Si on me demande ce que c'est que le temps, je sais ce que c'est. Si on me demande de l'expliquer, et ben là, je ne sais plus ce que c'est. Et je pense que pour l'amour, il en est un peu la même chose. Le mot amour, on l'utilise tous les jours pour définir plein de choses différentes. Alors on sait tout ce que c'est, et puis si on s'y interroge, on ne sait plus trop ce que c'est. Et je crois qu'il y a quelque chose de ça qui m'intéresse au cinéma, qui est la chose de l'amour. Et je ne suis pas du tout un spécialiste de l'amour, mais quelqu'un qui interroge en se disant mais qu'est-ce que c'est au fond. Et puis l'autre chose, c'est que voilà, les histoires d'amour ont à voir avec le désir, et le désir a à voir avec la morale, et la morale a à voir avec les règles de société, les usages et tout ça. Et donc entre guillemets, une histoire de sentiments nous interroge au-delà de leur relation sur l'homme et sur la société, quoi. Le casting, donc Sandrine Kiberlin, Vincent Macaigne, entre autres, Oui. On croirait ce film écrit pour eux au mot près. Je crois que c'est absolument pas votre façon de travailler, justement. Vous n'écrivez pas en pensant aux acteurs. C'est une réussite absolue, quand même. C'est grâce à eux. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver ce duo, parce que le film repose sur leurs épaules. Et donc j'ai eu de la chance. Voilà, j'ai eu de la chance d'avoir deux acteurs de haute voltige. Et je crois que ce qui m'a tout de suite plu, c'est qu'à la fois, ils sont très différents, ils contrastent beaucoup, deux énergies très différentes, ce qui donne beaucoup de dynamique, mais c'est qu'ils ont aussi un point en commun, c'est qu'ils ont tous les deux une vraie fantaisie, qu'ils sont à la fois très drôles et très touchants. À quel moment ça s'est imposé à vous, puisque vous n'écrivez pas en pensant à eux ? J'avais d'abord rencontré Vincent, où j'avais fait une lecture de ce scénario avant mon film précédent, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Je le trouvais vraiment super, mais je le trouvais trop jeune. Et puis il a fallu qu'on fasse un film, que je réfléchisse, que tout ça. Et lorsque j'ai pensé à Sandrine Kiberlin, voilà, le couple m'a paru assez évident. Comment vous travaillez là ? Vous êtes en pleine promo de ce film. Est-ce que vous avez déjà en tête le suivant ou... Oh oui, c'est toujours très long l'écriture d'un scénario. Ça remonte à des idées qui sont lointaines, qui avancent, qui balbutient. Et puis parfois le scénario qu'on pense faire, c'est pas celui-là, mais ça sera un autre. Je suis tout le temps, je pense comme d'autres réalisateurs, en train de réfléchir au prochain film. Alors sur les réseaux sociaux, vous avez des admiratrices, des admirateurs. Je me suis permise de poser des questions aux personnes qui me suivent. Je voulais savoir quelles questions elles auraient aimé que je vous pose. J'espère avoir répondu à une partie d'entre elles, donc grâce à cette interview. Mais quand même, je voulais vous soumettre celle-ci parce qu'elle est drôle. Il y a une jeune fille qui a demandé pourquoi Camélia Jordana descend-elle de ce fichu train pour rejoindre Vincent Macaigne au lieu de partir avec Nils Schneider. Et elle précise, je ne m'en suis toujours pas remise. Il faudrait lui demander, je ne sais pas. C'est le personnage qui a choisi. C'est dire à quel point, et on le disait tout à l'heure un petit peu avant de commencer, on se projette en fait dans ces films et on pense un peu et puis je pense que mes personnages sont toujours clivés. Dans le film, on comprend aussi pourquoi elle le rejoint. Elle s'est quelque part engagée. Souvent je dis que mes personnages, parfois on me dit est-ce que vos personnages sont infidèles, je dis non, c'est justement ils sont très fidèles et ils veulent à la fois être fidèles à leur engagement et en même temps aussi être fidèles à ce qu'ils ressentent. Et c'est la grande difficulté souvent de nos vies. Voilà, on ne sait pas à quoi être fidèle. Alors il y a Charlotte aussi, c'est pas une question, mais qui me disait que donc elle avait l'impression de vivre un peu dans vos films, d'être hantée par eux carrément, et ses amis lui disent qu'elle est un personnage de Mouret. Ah, c'est merveilleux. Ça, c'est une belle reconnaissance. Ouais. Si on commence à dire, quand on voit ses amis qui nous font penser à des personnages de Mouret, c'est qu'il y a vraiment un style Mouret.
Je sais pas. Alors moi le style m'échappe, mais j'imagine en tout cas qu'elles sont comme les héroïnes de mes films, plein de caractères et de questions et de sentiments et de désirs. Voilà. Donc c'est. Alors pour finir, Emmanuel, revenons-en une minute à Marseille. J'aimerais connaître quelques-uns de vos spots préférés, des endroits que vous aimez faire découvrir et que vous souhaiteriez partager avec nous. Alors comme peut-être beaucoup de Marseillais, nos spots préférés, on n'a pas envie de les partager. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est une ville de petits coins. Moi j'aime plutôt marcher et je pense qu'il y a l'embarras du choix. Je me suis jamais dit est-ce que mes endroits préférés. En fait, j'en ai jamais fait vraiment l'énumération. Et que c'est quand quelqu'un qui connaît pas Marseille, à qui on fait visiter la ville, voilà, mais on lui fait découvrir évidemment les bords de mer, les calanques, quelques endroits. Par exemple, on a un joli petit musée qui est le musée Cantigny. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Il y a un restaurant aussi qui s'appelle Le Regain qui a ouvert. Voilà. Et évidemment, moi j'aime beaucoup les musées. Et évidemment, voilà, le Mucem, évidemment, une grande réussite, mais c'est pas très original en fait. Bon, et là on va voir si l'inspiration vient. Si vous deviez résumer Marseille en une seule image, ce serait laquelle ? Tout à l'heure, on évoquait Marseille comme une ville très hétéroclite, et justement, quelle serait l'image de quelque chose qui est hétéroclite, qui est un peu inclassable ? Donc justement, pour moi, Marseille n'a pas véritablement une image, justement. Ce serait plutôt une mosaïque d'images, oui. Merci beaucoup Emmanuel. C'est moi qui vous remercie. Foncez voir Chronique d'une liaison passagère, c'est merveilleux. Retournez au cinéma de manière générale. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci de votre intérêt. Merci. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser des étoiles et des avis sur votre appli de podcast préféré. C'est important pour tenter d'exister dans la jungle du podcast. À très vite et d'ici là, portez-vous bien.